Et on se retrouve donc une deuxième partie pour les films de juillet. Je suis toujours avec Florent. Salut. Et cette fois-ci, on va vous parler du top 5 des films sortis fin juin, juillet et rattrapage de films qui sont sortis en mars et qui ont ressorti en juillet. Ouais, c'était un peu étrange comme voilà, pour cause de temps, trop peu de temps en salle. D'ailleurs, juste à ce propos, les salles, ça a un peu de mal à reprendre quand même. Hein. Les salles ont un peu de mal à reprendre. Bon, et bien nous, on va continuer avec le top 5. Et moi, en top 5, j'ai mis USS Greyhound de Aaron Schneider. Alors, qui est un film scénarisé par Tom Hanks et avec Tom Hanks, qui est sorti sur la plateforme Apple TV. Donc, j'ai emprunté à quelqu'un pour voir ce film. Et donc dans ce film on a quoi? On a le principe, c'est un bateau, l'USS Greyhound, qui va accompagner en fait, avec deux autres bateaux, d'armée, vont accompagner un convoi de ravitaillement des États-Unis jusqu'en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une mission de secours. C'est une mission de secours. C'est en gros, on va avoir un point A, un point B, il faut aller du point A au point B et éviter les sous-marins allemands. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce convoi va être attaqué par des sous-marins allemands et il va y avoir donc ce moment donc, où on va voir comment Tom Hanks, en tant que chef du bateau, va devoir gérer cette crise. Comment il va gérer stratégiquement ce truc, avec malheureusement des pertes, avec malheureusement des difficultés. Ils vont perdre un bateau militaire, ils vont perdre quelques bateaux de marchandises. Et on va voir comment ils vont réussir à traverser l'Atlantique. Alors, c'est inspiré d'un roman qui, je crois, est inspiré d'une histoire vraie, puisque à la fin du film, il nous note que il y a eu tel nombre de bateaux et tel nombre de victimes sur cette mission. Et moi j'ai trouvé ça bien amené. Ça ressemble à un huis clos parce qu'on reste sur ce bateau. 80%, voilà, on est quasiment que sur la cabine de pilotage, ouais, avec le chef et ses généraux, ses soldats. Et on a quand même une partie donc, qui se fait donc, dans sa cabine personnelle, sur le pont du bateau. Mais c'est principalement dans cette cabine de commande en fait. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a un petit peu comme le chant du loup. On a ce langage qui est totalement hermétique, ouais, mais qu'on n'a pas besoin de comprendre en fait, parce qu'on va comprendre avec la situation, on va comprendre ce qui se passe avec les événements, etc. Et je trouvais ça plutôt bien fait, plutôt bien mené. Il y a une mise en tension quand même. Il y a une mise en tension, ouais, voilà, c'est vraiment ça qui est le cœur du film. C'est cette mise en tension. Si je me dois mettre un hic, qui va être limite caricatural avec les nazis qui vont envoyer des messages sur les radios des Américains en disant nous savons les méchants, nous sommes les méchants, nous attaquons, et vous êtes les loups et on va vous attaquer le loup. Et puis c'est un peu cliché l'allemand méchant, mais bon, ça reste un film assez intéressant. Il était affiché pour sortir au cinéma il y a 6 mois. Hein. Moi je m'étais dit, oh super, un nouveau film avec Tom Hanks, l'armée, tout ça, cool, mission de sauvetage. Après il se trouve qu'il a été décalé pour être sur des plateformes. Est-ce que tu penses que s'il était sorti au cinéma, il aurait eu peut-être des critiques un peu plus assassines moi je trouve que c'est dommage presque qu'il soit pas sur le cinéma, parce que un petit peu comme Chant du Loup, il y a un peu cette ambiance de claustrophobie, ouais, c'est ça, t'es dans le bateau et tu sais qu'en fait là il y a les sous-marins, ils savent pas où les repérer, parce que ça la difficulté sous-marin, c'est qu'il faut le repérer, donc on va voir encore une fois ces oreilles d'or qui vont chercher des choses, et puis les Allemands qui vont utiliser des leurres, qui vont utiliser des bidules trucs pour les arnaquer, etc. On pense qu'il n'y a qu'un seul sous-marin, en fait il y en a peut-être plus, et il y a toute cette aventure qui va être vraiment bien menée, et je pense que dans l'ambiance du cinéma ça aurait pu être très cool. Ouais. Bon, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu dommage que ce soit pas sorti au cinéma, j'étais presque déçu de le voir sur mon ordinateur. Alors moi, tu me connais, je triche encore. J'ai mis en ex-aequo, en 5e, 2 documentaires que j'ai vus sur Netflix. Alors faut savoir que des fois les documentaires sur Netflix, comment dire, ça peine un peu, ou des fois il y a une idée de développer et le truc s'étire en longueur, des fois c'est assez lourd. Et là, pour les 2 documentaires, j'ai été vraiment frappé par la qualité déjà du sujet, mais surtout du traitement du sujet, qui est vraiment fait pour les 2 de façon incroyable. Le premier c'est Père et soldat,
réalisé par deux femmes, réalisé par Leslie Davis et Catherine Einhorn. Alors en fait l'histoire, c'est pas du tout un espèce de message qui glorifie l'armée pour dire ouais c'est cool d'être soldat. C'est vraiment l'histoire d'un père, donc qui va s'appeler Brian Aich, qui est sergent dans l'Afghanistan. Et en fait, sa femme n'est plus là, donc il s'occupe de ses enfants, de ses deux fils, mais il part à l'armée. Ça veut dire que il est tellement patriote qu'il se dit 6 mois de l'année, eh ben je vois pas mes enfants. Donc ses enfants, ils ont accepté cette situation. Et le documentaire est fait sur énormément de temps. Donc on a donc, cette intervention en Afghanistan. Lui qui va revenir, qui va repartir, et ensuite qui va se faire blesser. Et c'est ça le cœur du film, c'est surtout de se dire, les deux documentaristes se sont dit, on va suivre cette famille. Au-delà de l'image de soldat, c'est vraiment l'image de père mutilé. Et du coup, lui qui va essayer de transmettre son amour pour ses enfants, son amour de la patrie et son amour de blessé de guerre. Donc il va se prendre une balle dans la jambe et du coup il va être un peu infirme. On va le voir reconstruire sa vie avec une nouvelle femme et ses enfants qui vont avoir comme volonté absolue d'être soldats. Et c'est ça aussi, c'est ce que tu peux transmettre à tes enfants. Et l'idée, lui, il se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que je suis là pour suivre des ordres venant d'un président? Est-ce que je devrais pas changer de métier? Et il y a vraiment des espèces de remises en question tout le long. C'est pas du tout un documentaire doux, ou comme je disais, qui est pro-armée, mais c'est vraiment un regard sur la vision du soldat. Et je trouve ça très touchant. Ouais. Et surtout pour les événements qui se passent ensuite dans le film, que je vais pas révéler ici. Mais vraiment, je m'attendais à rien et j'ai été pris au prix de court, quoi. Vraiment impressionnant. Et le deuxième, c'est Identité trans, au-delà de l'image, de Sam Feder. Alors là, quand j'ai vu le titre, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, oh non, ça va être encore un truc vraiment SJW. J'ai rien contre les SJW si c'est bien fait, ou donc les Social Justice Warriors, ou alors des trucs, comment dire, qui vont être pro quelque chose. Quand c'est pro quelque chose, des fois j'ai un peu de mal, je vois un peu de rejet. Mais là en fait, tout le documentaire est hyper malin. C'est basé donc sur l'image des transsexuels à travers le cinéma et à travers par exemple des émissions de télé. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas forcément qu'un discours moralisateur en disant bah regardez, ça c'est pas bien, ces personnes sont mauvaises, il faudrait réagir comme ça pour que la société évolue. C'est vraiment regardez, nous sommes les transsexuels, donc on va avoir beaucoup d'intervenants. Par exemple, une actrice qui joue dans Orange is the New Black, qui s'appelle Laverne Cox, qui est connue, donc qui est une femme afro-américaine, donc transgenre, et là qui va donner son regard de femme noire, transgenre, à travers le regard hollywoodien, et surtout à travers toute l'histoire du cinéma, pour expliquer que dès les premiers films du cinéma, on avait déjà des personnes qui se travestissaient. Donc qui amenait la première image de transsexualité. Et surtout, comment le cinéma il s'est accaparé ce sujet, soit, ou les séries télé. Par exemple, à un moment, ils citent Urgence et ils disent bah, regardez, dans les séries télé médicales, à chaque fois qu'on a une trans, eh ben, c'est une personne qui est malade, une personne qui doit prendre des hormones, une personne qui souffre, une personne qui va avoir beaucoup de mal à être heureux. Ou alors, c'est vu, par exemple, ils vont citer le Silence des agneaux, où le psychopathe est un travesti ou un transsexuel. Et du coup, ils se disent, ben, regardez, à travers l'image du cinéma, on n'a jamais des couples heureux. À chaque fois, on est vu comme soit des prostituées ou soit des personnes malsaines. Et même des fois, les discours de fond des films, sans le vouloir, amènent une image un peu détériorée. Et du coup, ils présentent ça comme l'évolution du cinéma, ce que ça propose comme solution ou comme présentation bonne maintenant. Par exemple, ils vont citer le cas de Ace Ventura. Donc j'avais entendu ce cas il y a à peu près un mois qui disait regardez, il y a des gens qui veulent retirer Ace Ventura de Netflix en disant que c'est transphobe. Moi, c'est un film avec lequel j'ai grandi, qui m'a fait rire. Mais c'est vrai que là, en revoyant la scène problématique sous le regard d'un transsexuel, on peut se dire ah, c'est vrai que si je me mets à sa place, ça peut être vu comme quelque chose de très problématique ou de très offensant. Ça veut pas dire que Ace Ventura, si je vais casser le DVD ou je vais le jeter. C'est juste pour dire que
je peux comprendre que ça puisse choquer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'au-delà de faire, comment dire, une espèce de critique du système, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut avoir de l'empathie et comment est-ce qu'on peut se mettre à la place d'une minorité pour essayer de comprendre son regard. Et ils avaient fait la même chose récemment dans un documentaire qui s'appelait I Am Not Your Negro, que je conseille, qui est vraiment exceptionnel, qui parlait du coup de l'image de l'afro-américain ou du noir américain à travers les films et à travers les émissions de télé. Et c'est fait avec la même intelligence. Je pense d'ailleurs que, comment dire, ils sont basés un peu sur l'idée d'intervenant, de rapport au film. Je pense qu'il s'est dit, tiens, I Am Not Your Negro, c'est vachement bien fait, je vais prendre un peu ces structures. Mais c'est fait de façon tellement intelligente, et même par rapport aux émissions de télé, par exemple, on va avoir des passages avec Oprah Winfrey, la première question qu'elle pose, c'est ah bah dis donc, comment est-ce que vous faites pour cacher votre pénis? Et comme si c'était la norme, donc on s'en vit directement comme des espèces de bêtes curieuses, et forcément il faut passer au-delà, il y a un message. Donc je suis pas devenu militant d'un coup, mais disons que c'est suffisamment original pour être plaisant, donc je le conseille entièrement. Ok, d'accord. Bah c'est bon, ça va, j'essaie de regarder celui-là sur Netflix. D'ailleurs, Axel, justement, en parlant de trans, figure-toi que ma première expérience sexuelle, c'était... attends, ça filme, c'est quoi ton numéro 4? Alors moi, mon numéro 4, du coup, c'est Lucky Strike. Lucky Strike, ah ouais, moi j'ai mis à peine plus haut, mais... Ouais. C'est de donc Kim Jong-un. Je te laisse démerder avec le nom. Alors Kim Jong-un. Kim Jong-un. Et ne pas confondre avec un célèbre dictateur pas trop loin de la Corée du Sud. Donc du coup, premier film, thriller coréen. Alors, que dire de ce film? Un film qui raconte l'histoire d'une mallette. Ouais. En fait, si on veut résumer grossièrement, c'est on va suivre une mallette et l'aventure de cette mallette. Et on ne sait pas vraiment le contenu jusqu'à la fin du film. En fait, le message de fond, c'est on trouve une mallette avec de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et l'idée, c'est l'argent pervertit tout le monde, mène à faire des choses pas franchement morales ou éthiques. Et c'est traité avec, comment dire, le ton sud-coréen qui arrive à mélanger l'horreur, le thriller, la comédie et le grotesque. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça va être un film donc, qui va être chapitré, c'est-à-dire qu'à chaque chapitre on va élucider une part du mystère. En fait, on va suivre une personne différente pour arriver jusqu'à la fin et voir résoudre tout, presque tout. Il y a un élément avec Laurent qu'on est sorti, on s'est dit mais ça, du coup, c'est résolu ou il y a un petit truc qui est noté, qui est dit assez rapidement dans le film. On parle d'un pigeon. D'une personne qui va être pigeonnée, mais en fait on n'a pas compris vraiment si c'est hors du film parce qu'en fait c'est pas vraiment mis à l'écran, donc on n'a pas vraiment compris. En fait le film joue beaucoup sur les faux semblants, sur les fausses pistes. Le film peut-être met un petit peu de temps à se lancer, je crois qu'il dure 2 heures et disons dans les 20 ou 25 premières minutes on se dit ou attends, du coup c'est qui ce perso, c'est quoi ce rapport avec lui, mais du coup c'est sa copine, mais c'est la copine de l'autre, vu qu'il y a 3 intrigues réelles. Qui sont un petit peu connectés ou malgré elles parfois, alors on a un peu du mal à se dire qui est qui. Mais au bout de 20-25 minutes, là tout prend sens et après c'est une espèce de montée en gros délire. C'est ultra plaisant. Et puis c'est retour de notre situation sur la fin, c'est vachement bien fait, c'est super plaisant, c'est très bien réalisé. Premier film, bah très bon pour un premier film. Donc on attend la suite de ce réalisateur si elle fait des trucs tout à fait. Parce que franchement c'est très bonne qualité. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est regarder Lucky Strike si vous voulez voir un bon thriller. Je ne vais pas en parler pendant 15 secondes, sur Florent on en reparlera un petit peu plus tard. Donc on passe du coup à ton numéro 4. Alors mon numéro 4, j'ai mis un film que tu as vu récemment que... Tu m'as dit que t'avais pas accroché. Ouais c'est ça, moi je suis passé à côté du film je pense. Ouais, enfin, c'est un humour disons très particulier qui était considéré un peu comme moi je vais dire le titre parce que là ça va d'un peu. Il s'appelle The Climb de Michael Angelo Covino. Donc c'est le premier film de ce réal. Il faut savoir qu'il l'a écrit et quasi co-réalisé avec Kyle Marvin. Et dans le film en fait, ces deux réalisateurs scénaristes, ils sont
potes, ça veut dire que Michael il va jouer Mike et Kyle il va jouer Kyle. Donc il y a un rapport direct au réel, sachant que eux-mêmes sont potes dans la vie. Là ils jouent des potes dans le film. Et en fait tout le film ça va être une espèce de bromance, ça veut dire une relation amicale bien poussée. Et on va avoir donc Mike qui va se dire je suis le meilleur ami de Kyle, il n'a pas besoin d'avoir de femme dans sa vie pour être heureux. Donc t'as l'impression que le but de Mike c'est de coucher avec les fiancés de Kyle pour pas qu'ils se marient, pour qu'ils restent potes éternellement. Et le film commence avec eux qui sont en train de monter, The Climb, le titre. Et on va avoir Mike qui va dire à Kyle hey Kyle, tu vas bientôt te marier? Ouais, ouais. En fait, il faut que je te dise, j'ai couché avec ta femme. Quoi? Mais t'as un monstre, c'est dégueulasse et tout. Si je te rattrape, je te tue. C'est pour ça que j'ai attendu la montée. Voilà, c'est ça. Et en fait, il va y avoir une discussion et au-delà d'avoir une espèce d'humour très simple, je te rattrape, je te casse la gueule, il va y avoir vraiment... Tout est basé sur le dialogue. On va avoir donc cette montée au départ avec cette discussion qui va un peu mettre tout en place. Et tout va être fait dans un plan séquence. Donc c'est filmé apparemment en France. C'est des Américains qui c'est près de Nice, je crois. Alors une très belle représentation des voitures françaises. La voiture française représentée est une 2 chevaux. Donc peut-être que les Américains se disent mais oui en France, les roulants 2 chevaux, c'est évident. Non, on a d'autres voitures aussi, mais apparemment ils sont pas au courant. Mais surtout qu'en plus ils achètent beaucoup de voitures françaises en Australie en plus. Et là, je sais pas, peut-être le charme d'Edith Piaf, etc. Et en fait là, il va y avoir un petit événement, il y en a un des deux qui va se faire casser la gueule, ils vont se retrouver à l'hôpital. Et là on va voir cette femme en question trompée. Et ensuite on va avoir une brusque ellipse où cette femme disparaît dans une forme de décès. Et on va voir du coup ses potes qui vont essayer de se retrouver, de se dire est-ce que je peux te pardonner, est-ce que tu peux passer à autre chose, est-ce que si tu rencontres une femme, je vais encore essayer de te trahir. Et eux qui sont potes, malgré tout, c'est comme s'il y avait une espèce de malédiction et qui restaient ensemble. Donc ça c'est vraiment très fort. On a de l'humour qui est ultra fin, qui fait donc beaucoup, on citait du Woody Allen, moi ça m'a fait un petit peu penser à du Joel et Ethan Cohen pour certaines scènes un peu cruelles ou un peu inattendues, notamment une scène sur un lac gelé. L'évolution de la scène est très étrange. C'est une espèce d'anti-comédie romantique, enfin c'est un mélange de genres qui est assez fou. Moi quand j'ai vu ce film ça m'a fait beaucoup penser à du Truffaut aussi. Ouais. Dans par exemple Jules et Jim, on a aussi 2 gars, une fille et des espèces de rapports amoureux ou de détestation, d'appréciation. C'est vraiment du cinéma américain qui a des bases de référence ultra françaises. Moi ça m'a beaucoup plu et à l'air en termes de réal, c'est absolument génial parce que on va dire qu'il y a à peu près 7 ou 8 plans séquences. C'est pas du champ contre champ. Un plan séquence c'est vraiment genre on va filmer l'action, par exemple cette histoire de lac gelé, ça va commencer dans une petite cabane. Ensuite le gars va sortir de la cabane, va commencer à aller sur ce lac gelé, discuter avec son pote et tout ça ça va être en un seul plan, aucune coupe. Ensuite il va y avoir un événement un peu surprenant et tout ça c'est dans le même plan. Alors peut-être que c'est un faux plan séquence, mais pour ce que ça transmet c'est vraiment vivant. Ou alors on va avoir même des plans séquences qui vont aller au-delà de la temporalité. Par exemple, il va y avoir une discussion dans une famille en disant est-ce qu'on l'invite ou pas? Ouais bah écoute il est déjà en route. On va avoir la caméra qui va sortir de la maison, qui va aller vers le petit parking qui a devant cette maison, et le soleil va se coucher en 2 secondes, et là on va retrouver donc Mike qui est dans sa voiture en train de siffler une bouteille d'alcool avant d'entrer dans la maison. Donc on est passé du jour à la nuit en 1 seconde, et on a déjà vu Mike arriver dans cette soirée. Et ça met énormément de rythme, c'est vraiment vivant. En tant que premier film, c'est très comment dire, prometteur pour la suite. Et en termes de comédie, je me suis dit, c'est exactement ce type d'humour que je peux chercher au cinéma. Encore une fois, je comprends totalement qu'on puisse ne pas être pris, être un peu hermétique à ce genre d'humour, c'est totalement compréhensible. Mais moi, clairement, ce qui peut me toucher, et si ce que je vous ai dit vous a donné envie ou une part de curiosité, bah n'hésitez pas au moins à tenter le coup. Alors ensuite on va passer à mon top 3. Alors le top 3, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, Florent en a parlé, c'est Été 85 de François Ozon.
que tu as plus apprécié que moi. Alors que moi j'ai plus apprécié que toi ce film. Moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. On aime bien avec Florent les films un peu pervers où on rentre dans la vie privée des gens, etc. Ouais, dit comme et ça, c'est bien. Ouais. C'est bizarre hein, dit comme ça. Mais j'y ai revu en fait dans ce film un peu de dans la maison. Alors pas aussi bien que dans la maison, mais un petit peu de ce côté-là avec le côté, cette amourette qui se forme entre les deux, mais l'un qui va être très, bah moi je veux un couple classique entre guillemets où je veux être avec lui, et l'autre qui ouais mais non mais moi je m'ennuie, je veux voir ailleurs, je veux faire plus de choses. Cette liberté qui va être pas acceptée par l'un et trop acceptée peut-être par l'autre. Moi j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça poétique. Après je comprends qu'on puisse ne pas aimer ce film, hein, c'est assez atypique. Oui, non, mais je veux dire, oui, il y a eu des critiques très négatives. J'ai vu des critiques négatives, je comprends, je ne veux pas leur jeter la pierre parce que c'est assez particulier. Hein. Même François Ozon, déjà de base, il fait des choses assez atypiques, donc je peux comprendre qu'on ait un peu de mal avec son cinéma. Et moi j'ai trouvé ça aussi intéressant sur le traitement du deuil, oui. Parce qu'en fait, il va y avoir ce deuil que ce jeune va devoir faire, et que ce deuil de cette relation, de ce couple, etc., et de cet homme, et il va pas pouvoir faire ce deuil comme il le veut parce que il va être accusé de quelque chose. On peut pas le révéler ici, mais voilà, c'est ça. Ce qu'on peut pas révéler ici, mais du coup il va y avoir ce truc-là qui va l'empêcher de faire son deuil correctement. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant de se dire ce mec qui se bat pour son deuil, qui se bat pour pouvoir vraiment terminer cette relation, à mettre un point d'honneur. Et il va galérer à faire ce genre de choses, et c'est vachement intéressant sur le traitement. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage de la mère de David? C'est peut-être la mère la plus crispante ou la plus genre... oh, elle est angoissante, fais-moi angoisser. Je trouvais très particulière. C'est une des premières scènes avec elle, j'ai fait... mais qu'est-ce qui se passe? Wow. J'avais pas tout vu de ce qui se passait, enfin j'avais pas vu ce qui se passe dans le film, je me faisais déjà des films en disant qu'est-ce qu'elle va nous faire derrière, qu'est-ce qu'elle va nous faire. Et ce personnage est très crispant, très particulier. Elle va peut-être faire changer la direction du film sans le vouloir. Ouais. Et c'est ce que je me suis dit putain, il y a un truc. Et en fait, bon, voilà, c'est juste le personnage est très particulier. Le jeu d'acteur aussi, je le trouve très bon. Moi, je trouve que les deux jeunes se débrouillent très bien. Déjà, l'acteur là, qui joue David, c'est donc que je retrouve Voisin. Ça, c'est Benjamin Voisin, qui jouait dans Un vrai bonhomme, qui était excellent dans Un vrai bonhomme en tant que grand frère viril toxique, et qui jouait dans La dernière vie de Simon, ce film avec des métamorphes, tout ça. Et là, je me dis. Troisième film quoi, banco. Le gars c'est obligatoirement le César de la révélation de l'année, c'est obligatoire. Mais je pense qu'il va avoir le César de meilleur espoir parce que franchement il enquille des très bons rôles, et là encore une fois il est très convaincant. Il y a des scènes qui m'ont foutu les poils parce que c'est vraiment il y a une scène de dispute notamment qui est vraiment très convaincante moi, je trouve. Donc franchement pour le jeu d'acteur, pour l'idée de cette un peu perversion de cette relation et avec ce traitement du deuil, c'est un film que je recommande sans souci. Alors mon numéro 3, j'ai mis un film allemand de Nora Findscheitz, les noms allemands. Le premier film de cette réalisatrice, ça s'appelle Benny. Et en fait l'histoire c'est une gamine qui s'appelle Benny donc, qui est jouée par Helena Zengel, et qui joue à perfection Helena Zengel, vraiment je me suis dit mais ça c'est la révélation allemande de l'année, enfin, je ne sais pas. Mais là en tout cas elle va jouer dans des futurs films américains de Paul Greengrass par exemple. Donc je pense que là c'est un peu le film de la révélation en tant que tiens il y a encore une nouvelle jeune actrice qui a l'air hyper talentueuse, embauchons-la un peu partout. En fait l'histoire donc c'est John Benny qui est une enfant avec énormément de problèmes, genre des troubles du comportement extrêmes. Et tout le film est basé sur, donc le titre allemand c'est System Cracked. En fait c'est des enfants que tu peux pas aider, même avec le meilleur éducateur possible, elle va faire péter les plombs à tout le monde. Mais c'est pas fait comme une comédie du tout.
c'est pas vu comme un drame, genre c'est horrible, c'est vu comme une espèce de regard sur cet enfant qui a ses problèmes et surtout comment est-ce que les gens essayent à tout prix de l'aider. Donc on va avoir un éducateur qui s'appelle Misha qui lui va se dire non, moi je vais y arriver, je vais arriver à prendre soin d'elle. Et il se dit au départ, mais elle a l'air super gentille, elle a l'air super douce, et d'un coup, bam, elle va claquer, elle va se mettre en colère, elle va devenir violente, perverse, agressive. Et par exemple, elle va se dire, bah tiens, je vais essayer de m'intégrer dans la famille de Misha, rencontrer sa femme, son bébé, et à chaque fois qu'on a des scènes un peu comme ça, on se dit au départ, ah ça a l'air tout doux, mais on se rappelle de ce qu'elle a fait avant. Donc on a de l'angoisse pour ce bébé, on se dit, ouh, ça peut tourner mal, ça peut tourner très très mal. Et elle a un trouble en fait, c'est qu'elle a subi une violence due à un coussin, ça on l'apprend dès le début du film. Et en fait, dès qu'il y a un personnage, n'importe lequel, qui lui touche le visage, là, elle se met en colère, mais alors en mode furie, en mode je peux tuer tout le monde. Et du coup, à chaque fois qu'on a un enfant qui approche sa main de son visage, on se dit oh là là, il va mourir, il va mourir. Et c'est une espèce de création de tension qui est super forte. Et vraiment, pendant tout le film, je disais, et jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Ça m'a rappelé un peu le film Mommy de Xavier Dolan, dans l'idée, vraiment là aussi, il avait un adolescent qui doit avoir 15-16 ans, qui était aussi très caractériel et qui avait une espèce de soif de liberté. Et dans ce film, j'ai retrouvé cette même soif de liberté. Et là aussi, moi j'ai mis en troisième parce que le jeu d'acteur est extrêmement puissant. Cette Elena Zengel, elle est formidable et dire à un enfant de je sais pas, 8 ans, vas-y joue le trouble de comportement. Mais là c'est dirigé au cordeau, le film va très loin et encore une fois là c'est hyper prometteur en tant que réalisatrice, mais j'ai envie de voir son deuxième film. C'est vraiment un film coup de poing et c'est un sujet qui est assez rare et traité comme ça qui est ultra rare. Alors en numéro 2 cette fois-ci, eh bien moi je vais vous parler d'un film qui est apparu sur la plateforme Amazon Prime, et donc c'est le film 7500 avec Joseph Gordon-Levitt, donc réalisé par Patrick Wohlrath, que je ne connaissais pas du tout. Donc le concept est assez simple, c'est un huis clos dans un avion. Il y a un avion qui doit relier Paris à Berlin et on a donc ce pilote, enfin les deux pilotes qui donc commence au début, on est dans le cockpit, on va rester dans le cockpit tout le long du film. Et on a donc ce pilote qui est marié avec une des hôtesses de l'air. Et il va commencer, donc le vol commence bien et tout, il décolle. Et une fois en l'air, bam, attentat. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui sort, il y a des mecs qui sortent des couteaux et qui commencent à agresser des passagers et les hôtesses. Mais ça tu l'apprends, tu le vois pas, tu l'apprends. On l'apprend en fait, c'est-à-dire qu'on entend du bruit à l'arrière, t'as le pilote qui commence à faire tiens qu'est-ce qui se passe derrière, et t'as une hôtesse qui a le temps de prendre le combiné et puis dire on est pris en otage, etc. Puis t'as des preneurs d'otages qui prennent le téléphone et la porte est blindée, la porte du cockpit est blindée, mais ils ont une caméra qui va permettre de voir le cockpit. Et donc ils vont voir ces mecs-là qui vont prendre en otage des gens, qui vont tuer des gens face à la caméra. Donc on va voir ce pilote et ce copilote qui vont être complètement pris de court. Il va y avoir des tentatives donc des pilotes et des copilotes de reprendre le contrôle de l'avion. Il y a un moment, le pilote, comme il voit que sa femme en fait elle est derrière, qu'elle risque de mourir, il va essayer de motiver les gens à s'attaquer aux agresseurs. On va avoir aussi cette communication avec la police au sol pour essayer de trouver une solution. Il va y avoir aussi un moment un autre preneur d'otages qui va réussir à rentrer dans le cockpit, donc du coup ça va foutre encore plus de bordel. Et c'est vachement intéressant, c'est toute la tension. Je m'attendais pas à ce que les 1h40 je crois de film passent si vite. Moi je trouve que le truc est bien mené. Il y a vraiment que le cockpit, on est dans le cockpit, donc on a plusieurs plans dans le cockpit, mais on ça arrive à se renouveler, c'est pas redondant. Ouais c'est ça, ça arrive à se renouveler, ça arrive à mettre de la tension, etc. On est très mal à l'aise pour ce pilote qui du coup en fait va être complètement perdu parce qu'il va avoir la femme qu'il aime derrière
qui est enceinte, je crois qu'on apprend en plus au début qu'elle est enceinte. Ouais. Donc vraiment le truc horrible, il se dit putain il y a ma femme et mon futur gosse qui sont à l'arrière avec des terroristes. Il a 300 passagers, il sait pas quoi faire et c'est juste de la tension terrible. Il va essayer de négocier avec les terroristes, il va essayer de s'arranger et tout, et il va y avoir des rebondissements qui sont vraiment bien faits. Moi je trouve que c'était très bien fait, très bien conçu. Et un film, enfin, franchement, tout en tension, que je conseille si vous avez Amazon, voilà, et foncez. Et toi, ton top 2? Et ben, mon numéro 2, on en a parlé tout à l'heure, c'est Lucky Strike. Ouais, je pense qu'il suffirait de regarder l'autre partie de la vidéo pour comprendre tout le bien qu'on en a pensé. Ouais. Juste, moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté un petit peu gangster. Il y a vraiment toutes ces espèces d'équipes de gangsters qui a des méthodes très douteuses tout le long. Et il y a des petits côtés un peu à la Tarantino, des fois, genre gangster loser qui se font rattraper par d'autres événements. Ou par exemple des persos qui peuvent décéder suite à un passage de voiture, et du coup ça amène encore plus de surprises ou de problèmes à l'ensemble du film. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est comment il arrive à clôturer chaque segment de personnage de façon originale, imprévisible. Et oui, ce voyage d'argent, on va dire quelque chose de très original. Le film, il faut quand même dire qu'il est soutenu par France Culture. Ouais. Les films France Culture, généralement, c'est pas des trucs aussi funky que ça. Ouais. Et là, c'est pour ça, au début, quand j'ai vu France Culture, un film sud-coréen, ouais, je sais pas vraiment vers quel public c'est visé. Mais en fait, non, c'est ultra divertissant. Ouais. J'ai été très surpris, mais vraiment bien, Et tout le long, juste comme on avait dit, au départ qui met un petit peu de temps à se lancer, mais tout le long après c'est jouissif au possible. C'est ce genre de cinéma qu'on apprécie. Ouais, ça c'est sûr, franchement. Très dark. Très dark, très bien mené. Un très bon script. Et ton numéro 1? Et ben mon numéro 1. Le meilleur film de juin-juillet. Et ben moi, mon numéro 1, on en a déjà parlé aussi, c'est The King of Staten Island de Judd Apatow. Moi j'ai vraiment, là sur ce film, j'ai vraiment accroché avec l'humour. J'ai trouvé ça très intéressant, la relation de ce personnage avec le décès de son père. Au début il y a tout ce côté t'as parlé du décès de son père, ses amis qui déconnent à une personne qu'il connaît pas. Non mais il s'en fout, t'inquiète, etc. Il va se jouer ce mec nonchalant, ce mec de ouais non mais mon père, voilà, c'était un con, je m'en fous qu'il soit mort. Et progressivement on va se rendre compte qu'en fait non, c'est juste un deuil qu'il n'arrive pas à passer, et c'est ça qui le bloque, c'est ça qui fait qu'il avance pas dans la vie, c'est qu'il a ce blocage, ce truc qui fait qu'il n'arrive pas à penser à autre chose, il n'arrive pas à avancer. Et cette gestion du deuil, moi j'ai trouvé ça super intéressant, super beau. Le côté de il va pas vouloir aussi que sa mère refasse sa vie, il va y avoir un blocage quand sa mère elle va déplacer les affaires de son père pour les enlever au milieu du salon, parce que pour un petit peu respirer, d'arrêter de penser forcément qu'à ça et repartir sur sa vie. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Ça change de voir donc Tante May dans un vrai rôle, intéressant ici, qui elle joue très très bien. Donc moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça émouvant et bien fait. Donc, il y avait juste un personnage dont on n'a pas du tout parlé, c'est le personnage de la sœur, donc, qui est joué par comment elle s'appelait, Mackenzie ou je sais plus trop. C'est celle qui jouait dans Jojo Rabbit. La juive cachée. Ouais. Et là en fait elle joue la sœur à qui tout réussit, genre elle va au lycée, c'est un peu genre le modèle que tout le monde doit suivre, donc c'est un peu genre hey, on est super fiers d'elle. Par contre toi tu fais quoi, du tatouage, c'est n'importe quoi, il y a un peu ce regard, mais en même temps eux ils s'apprécient, ils s'apprécient beaucoup sans forcément se donner des leçons. C'est ça, ouais, et c'est pas, en fait c'est assez réaliste aussi de dire franchement c'est inspiré de faits réels, mais c'est assez réaliste de dire des fois dans une fratrie, malgré un événement traumatisant, il peut y avoir ceux qui vont se battre du coup suite à ça, qui vont se dire on donne tout pour justement faire honneur entre guillemets à cet événement tragique, et il y a ceux qui vont s'effondrer sur eux-mêmes, et on a un petit peu ce parallèle qui est fait aussi là sur ce personnage là. Moi j'ai trouvé ça intéressant, vraiment sur la construction des personnages, du coup c'est pour ça que je le place
en premier. Moi, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Voilà. Et toi, ton premier? Et ben, mon coup de cœur, j'ai vu la bande-annonce avec toi, je me suis dit, ça a l'air bizarre, je sais pas du tout où ça va aller. C'est Felicita de Bruno Merle. Alors, c'est le deuxième film de Bruno Merle. Il y a une dizaine d'années, il avait fait un film qui s'appelait Héros, qui est assez connu parce que Independent en avait beaucoup parlé. Donc, c'était un film avec Michael Youn qui a eu une très mauvaise réception et une très mauvaise distribution aussi. Et là, en fait, il n'avait pas fait de film pendant plus de 10 ans. Et il revient cette année avec Felicita, où il fait jouer sa fille, donc Rita Merle. Et dans le film, alors il faut savoir quand même que le film commence. Je ne savais pas que sa fille doit être dedans. Le personnage de sa fille s'appelle Tommy. À très peu de temps, de moments où on dit il ou elle. Et pendant une bonne partie du film, je me suis dit, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon ou c'est une fille? Et il y a vraiment ce côté garçon manqué. En bref, c'est un détail par rapport à ce que dans le film. En fait, c'est une famille qui est en galère totale. Le gars, il devait faire une peine de prison qu'il n'a pas fait totalement. Donc ils vivent un petit peu genre... on va vivre caché dans cette maison et puis après on va essayer de prendre de l'argent de petits boulots, enfin ils vivotent un petit peu en étant recherchés à droite à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup tout le film est basé quasiment sous le regard de cette fille qui voit ses parents galérer et essayer de s'en sortir pour elle, pour son éducation. Elle va bientôt prendre le collège, elle a envie d'une certaine structure et ses parents ils amènent beaucoup de fantaisie. Ils ont un humour entre deux et avec elle qui m'a beaucoup plu parce que c'est genre ils se font des blagues horribles et moi ça m'a rappelé par exemple avec mon petit frère, j'ai 3 frères et j'en ai un plus petit qui a la peau un tout petit peu plus bronzée et quand on était petit on disait mais tu sais Gauthier t'as été adopté. Ah bon? Mais oui regarde, nous on a la peau blanche, toi t'as la peau un petit peu plus bronzée donc c'est parce qu'en fait on t'a récupéré sur une plage. Et du coup on t'a adopté. Oh mais c'est horrible et tout, maman mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'adore ce style d'humour et là-dedans, ça joue clairement là-dessus. Je vais pas vous vendre jusqu'où ça va dans le film, mais je me suis dit, ah c'est féroce, ah c'est horrible, ça me plaît, ça marche. Et en fait le film, il est très touchant, il y a beaucoup de poésie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il y a un mélange d'hétéroclite entre la comédie, le drame, la comédie dramatique, un petit peu de fantaisie. Et en fait c'est comme si on essayait de faire un château avec plein d'objets qui n'avaient rien à voir entre eux. Donc quand on le prend comme ça, on se dit bah c'est n'importe quoi, ça n'a rien à faire ensemble. Mais si on prend un peu de recul, on se dit c'est bizarre mais c'est beau. Et en fait c'est ce que je retiens de ce film, un film fragile mais en soi extrêmement beau. Et il y a un côté très feel good avec des situations assez inattendues et surtout des acteurs de folie. Genre le père est joué par Pio Marmaille et j'avais peut-être jamais vu dans un rôle aussi bon que ça. Peut-être dans Ceux qui nous lient de Clapiche que j'avais déjà beaucoup aimé. Mais là il est absolument formidable. Et du coup celle qui joue sa femme, Camille Rutherford, là aussi je crois que je l'avais jamais vu dans un autre rôle. Et les deux ils ont une alchimie qui est totale. C'est vraiment plaisant, c'est un film qui est assez court, qui est très efficace et ouais, c'est une œuvre très atypique dans le cinéma français et dans toutes les sorties là. Je m'attendais pas à être aussi touché par ce film. Ok. Voilà. Et bah, du coup, voilà, on a fait le tour, de ce qu'on a le plus apprécié en juillet. En juillet. Il y a déjà certains films qu'on a vus qui sont sortis en août. On va encore en rattraper quelques-uns et, ça, et puis, on fera une vidéo. Ouais, en septembre. Début septembre, ouais. Voilà. Et puis bah, on va vendre un rein pour voir Oulal. Oui. Ouh, génial. Merci Disney. Donc bah oui voilà. Il y a d'autres films, Il y a d'autres films, voilà. Donc on verra ce qu'on voit et puis bah on vous en reparle d'ici un mois. Donc c'était le Geekophile et Florent. On vous dit finité. Une cantate.